vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 mars 2018 et c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Vous êtes bien sur 94.2 FM, sur votre station préférée, Fadjet Radio. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre dans notre émission Cap Sport, CAP plus loin sport, sur notre page Facebook mais aussi sur notre page YouTube du même nom. Alors on est ensemble pendant une petite heure de 18h à 19h et on va clairement changer de sport, on va passer du collectif à l'individuel. C'est Ingrid qui est là avec moi, elle est habillée telle une marine, enfin tel un marin. On dit une marine ou un marin? En tout cas elle est là, elle est autour de la table et elle arrive bien à faire le tour. Salut Ingrid. Ouais, salut Hakim. Oui, effectivement, on consacrera ce Cap Sport en quasi-intégralité au Val de Lorraine classique qui aura lieu ce samedi et ce vendredi, donc dans les environs de Faux. On aura la chance de recevoir un pilote ici en studio, Mathieu Dovez, un des tout meilleurs locaux, un des tout meilleurs français, et on aura aussi la chance d'interviewer Jérémy Tarou, le vainqueur en titre de cette compétition. On n'oubliera pas les résultats du foot local et nos pronostics pour les matchs de l'équipe de France qui va arriver là dans quelques temps. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors vous vous êtes rendu compte, c'est pas de la natation, pourtant Ingrid nage à faire le sommaire, mais elle est là, elle est toujours là, elle est bienveillante, elle est... Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est bon? Alors on va la rassurer, chers auditeurs, c'est vrai que si vous êtes toujours là, c'est que, en tout cas, elle arrive à vous satisfaire. Ingrid? Oui. Je suis très pressé, il faut qu'on aille vite parce que j'ai hâte d'accueillir nos invités. Alors on va faire le tour rapidement des résultats qu'il y avait en National 3, puisque de toute façon je crois qu'on n'a pas joué beaucoup. Ça va être vite fait parce que pour cause de neige tous les autres n'ont pas joué. Donc en National 3 seulement 2 matchs. Bischheim a battu Lunéville 3-2, Prix des Mézières a battu Nancy 2-1. Donc j'avais noté juste la deuxième défaite en une semaine pour Nancy. Après s'être incliné 3-0 face à Mulhouse, ils sont à nouveau inclinés face à Prix les Mézières. Dans leur malheur, ils ont un peu de chance parce que Sarre-Union et Mulhouse se sont également inclinés, donc ils conservent 6 points d'avance sur leurs poursuivants. Et puis j'avais noté surtout une nouvelle défaite pour Lunéville, la 3e en 4 rencontres. Lunéville n'a plus gagné depuis le 10 mars, ça fait plus d'un mois et demi. Alors on les avait un peu pris pour des fous lorsqu'ils nous parlaient de maintien ici alors qu'ils étaient premiers. Finalement ils avaient raison, ça revient très très fort derrière Lunéville. Ils n'ont plus que 3 petits points d'avance sur le 10e dont on sait que c'est synonyme de relégation. Oui, c'est vrai Ingrid, puis tu l'avais bien récapitulé justement le système de relégation ici il y a quelques émissions. Maintenant vous pourrez trouver le replay d'ailleurs joliment expliqué sur notre page YouTube. Ingrid, prends ton micro en face, ça sera plus sympa, c'est cool. Et donc je rappelle que tu viens de le dire pour Lunéville, mais il y a aussi Pagny est 15e avec 16 points. Pagny qui n'a pas joué puisque c'était reporté chez eux face à 3 et avec 16 petits points. Ça risque d'être compliqué. La partie agenda Ingrid, puisque... visiblement, ça devrait jouer ce week-end. Si vous n'allez pas voir l'enduro, alors il y aura des matchs de foot qui éventuellement peuvent vous intéresser. Samedi 24 mars à 16h, la réserve de Nancy recevra Agno. Tu y seras? Maintenant, je vais aller voir l'enduro ce week-end. Je vais me consacrer à nos invités. Samedi 24 mars à 18h, Mulhouse recevra Pagny, alors que Lunéville recevra Trémery. En Régional 1, dimanche à 15h, les 2 matchs des Meurthe-et-Mosellans qui nous intéressent. Jarville reçoit Saint-Avold, Champignol se déplacera à Épinal. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est plus que jamais dans l'actualité sportive locale, Ingrid, tu l'as dit au sommaire de cette émission exceptionnelle, émission consacrée donc à la 19e édition du Val de Lorraine Classique. Ça aura lieu dès demain et dimanche, ça se passe à Faux et on a le plaisir d'avoir pour invité un local qui est Mathieu Dovez qui nous fait le plaisir d'être avec nous autour du micro. Salut Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors Mathieu, je te présente Ingrid qui est avec nous cet après-midi, ce soir pour co-animer cette émission. On va s'alterner les questions. Le but c'est d'en savoir plus sur ta discipline, mais surtout d'en savoir plus sur toi-même. On sait que tu es l'un des tout meilleurs spécialistes français de cette discipline et c'était surtout l'un des régionaux de cette étape. C'était important pour nous de parler avec un local. On se revendique comme une émission locale. Alors l'émission, comment elle va être bâtie, surtout cette interview, c'est d'abord en 4 points comme on a l'habitude de le faire. On va revenir sur la présentation de notre invité qui est Mathieu Dovez, je le répète, la saison en cours, ce qu'il a fait donc jusqu'à présent et l'événement pour lequel il est présent, c'est bien évidemment le Val Lorraine Classique 2018 qui aura lieu ce week-end. On terminera par ses objectifs, ses ambitions et par le petit portrait chinois concocté par toi Ingrid, comme tu as l'habitude de le faire. Alors Mathieu, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, pour nos auditeurs qui nous rejoignent, qui sont derrière donc leur transistor pour les anciens comme Ingrid, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Comment est-ce que tu en es arrivé donc à la moto? Comment est-ce que tu es devenu pilote? En fait, moi, ça m'a pris quand j'avais 8 ans. Après, ça a été un peu le parcours du combattant jusqu'à 2 ans où j'ai eu mon premier titre de vice-champion de France.
Et maintenant, je vis que de ça, donc c'est mon boulot à plein temps, quoi. Alors pourquoi la moto à l'heure où à 8 ans tous les petits garçons s'orientent vers le foot ou qu'est-ce qui t'a donné le goût à la moto? Est-ce que tu as suivi un exemple ou... Pas du tout. Du coup, moi, j'avais pas d'exemple, j'avais que ma mère. Et le bus, quand il allait à la cantine, il passait devant un magasin de moto. Et du coup, j'ai eu envie de faire de la moto juste à cause de ça, quoi. Tous les jours, j'avais la tête collée contre la vitre du bus. Ah oui. Et un de mes potes m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire comme boulot quand tu seras grand? Je dis conducteur de travaux. Et il me dit pourquoi tu fais pas de la moto? Je lui dis bah, c'est pas un métier. Il m'a dit si, c'est un métier. Et depuis le jour-là, du coup, je veux faire ça, quoi. Tu vois, ça tient à rien. Il y aurait eu un magasin de twirling bâtons sur le trajet du bus. Non, mais ça va avec notre invité. Oui, c'est vrai. En 2016, donc, tu finis vice-champion de France nationale. Tu me corriges si je me trompe. Est-ce que c'est ce qui te convainc à tenter ta chance en championnat élite? En fait, ça, c'était une passerelle. J'ai fait junior et après, j'ai gagné un titre de vice-champion pour aller en élite. Et du coup, élite, moi, j'en étais convaincu depuis le début. C'est vraiment mon ambition principale, quoi. Je veux me battre avec les meilleurs. Est-ce que c'est l'image qu'on a de la moto, des pilotes? C'est individualiste, c'est un sport, contrairement à ce que tu disais, Ingrid, beaucoup choisissent le football ou un sport collectif. Toi, tu as choisi ce sport individuel. Tu es individualiste? Il faut l'être un petit peu, mais en fait, bien au contraire, c'est une fausse image. Il faut se créer une équipe. Si on veut performer autour de soi, il faut être bien entouré. Donc moi, j'ai ma copine, ma mère, j'ai un manager, un mécano, on a un chef cuisinier. Donc tout ça, c'est hyper important. Et en fait, au fur et à mesure de la progression, on va s'entourer de personnes plus ou moins importantes. Et c'est un entourage au quotidien et il faut être hyper soutenu. Et après, être individualiste sur les grands événements, quoi. C'est ce que j'ai découvert en m'intéressant un peu à Mathieu, c'est qu'effectivement, tu vois, tu parles de chef cuisinier. Je m'étais pas imaginé, moi, que derrière les enduristes, il y avait tout ça. J'ai vu aussi que tu faisais une préparation physique avec un coach. Ouais. Donc tu parles de moto. Pourquoi avoir choisi ces épreuves d'enduro qui sont assez particulières? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce genre d'épreuve plutôt que, je sais pas, la moto GP sur un circuit ou quelque chose comme ça? Alors moi, j'ai commencé avec du cross. Et après, en fait, le cross, c'est plus une histoire de budget. Le budget m'a orienté vers l'enduro. C'est plus accessible, en fait. Et j'ai fait mon premier Val de Lorraine. Je me suis retrouvé dans des grands espaces, sur la moto pendant 8 heures, 2 jours de suite. Je me suis dit, oh, ça me plaît, quoi. Ah ouais. Ça me plaît. On voit des gens, on va à la rencontre, on est proche des gens et on a vraiment l'impression de faire de la moto verte. Donc c'est un ressenti libre. On se sent vraiment libre sur des roues, quoi. Et est-ce que tu peux rappeler la différence entre le cross et l'enduro? Alors le cross, c'est sur un circuit fermé, donc il y a un départ, une arrivée. C'est ce qu'on voit dans des grandes salles comme à Bercy ou des choses là, non? C'est ça? Ouais, ça c'est du supercross, mais c'est à peu près ça. Motocross, c'est en extérieur. On part sur une grille de départ à 40 et il y a un gagnant. L'enduro, en fait, on va partir à plusieurs, mais avec des temps chronométrés. C'est le rallye de la moto, en fait. Je sais pas si tu nous l'as dit, ça fait combien de temps que tu t'es orienté vers cette discipline maintenant? Ça fait 7 ans. Et quelles sont tes qualités à toi pour exceller dans cette discipline? Qu'est-ce qui fait que tu es aussi performant? C'est difficile de parler de soi, mais... Je pense de rien lâcher. Rien lâcher, ça c'est ma force. Il y a des moments où j'ai l'impression de ramer et tout ça, mais je lâche pas. Donc au final, ça crée des performances et je me dis que si je suis le dernier à lâcher, c'est que j'ai gagné, quoi. D'accord. Non, mais je pensais plus, moi, vraiment sportivement et physiquement parlant, savoir s'il y avait, si tu avais un gabarit caractéristique. Qu'est-ce qu'il faut pour être fort en enduro? Les qualités physiques, alors. Ouais. Ça reste un sport tracté, donc du coup, on s'entraîne quand même beaucoup, mais c'est surtout la moto qui fait la différence. À la fin, c'est quand même la moto, quoi. Ah ouais. Donc il faut quand même bien s'alimenter, faire du sport. Moi, ma qualité, c'est de tenir longtemps sur la journée, quoi. Je suis assez endurant. Et ce qui me manque un peu, c'est de l'explosivité. Donc il y a 2 types de pilotes, des pilotes endurants et des pilotes explosifs qui vont réussir à faire des gestes techniques que le pilote endurant n'arrivera pas à faire, en fait. Les franchissements, par exemple? Ouais, voilà, franchissement, ils vont pouvoir mettre une impulsion, donc c'est un geste technique sur les jambes, qu'un pilote très endurant aura peut-être plus de mal à faire. Ouais. Donc tu sais là où tu as encore à progresser, visiblement. Heureusement, ouais. Ou sinon je serais bloqué à ma place, quoi. On est avec Mathieu Deves, vous êtes bien sur 94.2 FM et sur Fadjet Radio. On rappelle que ce week-end a lieu le
la 19e édition du Val-de-Lorraine Classique. Mathieu qui nous fait le plaisir d'être avec nous. On a été assez complet maintenant sur la partie qui concerne donc ta présentation. On va en venir à la saison en cours. La saison dernière, tu as vécu ta première saison en championnat de France Élite. Tu nous l'as dit, saison qui a été écourtée par une blessure à l'épaule. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette blessure? Où est-ce que tu en es? Est-ce que ça a beaucoup compté pour toi psychologiquement? Est-ce que tu as été déçu? Ouais, ça a été très dur. En fait, je me suis retrouvé vice-champion de France. J'ai signé avec un team une semaine avant la première course du championnat de France Élite. Donc, grosse situation de stress. Moi, je me suis toujours débrouillé tout seul avec ma mère. Et là, je me suis retrouvé entouré par un gros staff. Donc, beaucoup de difficultés, mais j'ai su vite m'adapter. Mais ça s'est fini par une blessure. Une blessure qui est tombée plus ou moins au bon moment, parce que du coup, ça m'a permis de me refaire une santé l'hiver. Et cette année, je vais pouvoir repartir avec des bases solides, quoi. Après, c'était une grosse blessure quand même, et du coup... Tu peux nous en dire la nature? C'était quoi ta blessure? Donc, je roulais depuis 1 an avec une épaule qui se déboîtait. Et l'épaule s'est déboîtée dans un virage. Je suis passé par au-dessus de la moto. Je me suis fait les côtes, l'omoplate, un pneumothorax, et puis l'épaule arrachée, quoi. Ah ouais, d'accord. Okay. Ah oui, d'accord, ça me donne envie. C'est tout. C'est déjà pas mal, oui. Avant cette blessure, dans ce championnat de France, tu avais quand même réussi à signer de belles performances, j'ai pu lire. Ouais, j'ai fait 2-3 belles performances. Ça m'a conforté quand même. Heureusement qu'il y a eu des points positifs, quoi. Et en fait, il y a beaucoup de points positifs. C'est du travail de fond, en fait. J'ai construit les bases cette année, je m'en suis pas rendu compte, mais là, j'ai construit les bases qui vont me permettre, j'espère en tout cas, de performer d'ici 1 ou 2 ans, quoi. En tout cas, tu as un bon recul par rapport à cette blessure, hein. Tu viens de nous le dire, qui s'est tombé au bon moment. On peut donc dire que cette saison t'a malgré tout servi? Ouais, j'en suis sûr et certain. Il fallait passer par là si je voulais progresser, en fait. La semaine prochaine s'ouvrira à Privas le championnat de France 2018. Est-ce que tu es prêt? Ouais. On va voir ça ce week-end, de toute façon, Ingrid, on va s'y rendre, on va voir. Ses concurrents écoutent, de toute façon, il va pas te dire non, hein. Il est fin prêt, il est affûté comme jamais. Et ça, c'était plus partie média, Ingrid. Toi, t'as vu un reportage? Oui, j'ai vu un reportage qui date peut-être déjà, mais justement où je te voyais avec un coach sportif faire de la muscu, etc. Ce que je disais, ça a changé un peu mon regard sur les pilotes. Donc tu laisses rien au hasard? Non, on peut... Ou le moins possible? Bah non, en fait, je laisse rien au hasard. Ouais. C'est des vrais athlètes, Ingrid. Tu pensais que c'était quoi? Des motards? La moto fait tout, ils mangent, ils boivent et puis ils attendent que ça se passe? Ouais, non, vraiment, je pensais qu'ils avaient un petit... Pas à ce point-là. Je pensais qu'ils avaient une hygiène de vie, une vie comme le commun des mortels et puis une habilité particulière à conduire la moto. Mais j'imaginais pas que ça passait effectivement par des régimes alimentaires, des séances de muscu, etc. Je suis naïf toujours. Ouais. Donc j'aurais encore appris des choses. Bah, c'est tout. Cet enduro du Val-de-Lorraine classique, est-ce que c'est un vrai objectif pour toi ou est-ce que ça sert juste à préparer cette nouvelle saison qui arrive? Quels enjeux? Un peu des deux. Ouais, en fait, j'ai toujours envie de performer sur la Val-de-Lorraine parce qu'il y a tout le monde, il y a les personnes qui me suivent sur Facebook, il y a mes parents, enfin, il y a mes amis, il y a tout le monde et il y a surtout les sponsors. C'est la course locale, donc il faut performer. C'est hyper important. En plus, ça permet d'acquérir de la confiance pour le reste de la saison. Et c'est toujours l'ouverture du championnat. Enfin, pour moi, c'est l'ouverture de la saison. Donc, ouais, j'ai besoin de performer là. Ouais. Et c'est une vraie belle course pour y m'y rendre quasiment tous les ans. Je ne sais pas comment ça se passe sur les autres enduros, mais c'est vrai qu'en tout cas, sur ce Val-de-Lorraine classique, il y a toujours un engouement populaire assez impressionnant. Est-ce que c'est comme ça partout? Ou est-ce que, à Faux, enfin en tout cas sur la vallée de la Mochère, c'est particulièrement suivi? Non, en fait, on a vraiment de la chance. Il y a des gens qui ont l'image du motard destructeur, un peu foufou et tout ça. Mais non, on passe bien auprès du grand public. Et c'est toujours valorisant, c'est plaisant. On passe dans des villages, les gens nous font coucou. On anime, j'ai plus l'impression que la Val-de-Lorraine anime le secteur, quoi. Ouais, tout à fait. C'est toujours un vrai bonheur pour les enfants du coin. Je sais pas, vous allez toujours dans les écoles aussi, les veilles de la compétition? Du coup, là, en fait, ils m'ont proposé d'aller dans l'école le vendredi. Et j'ai eu une petite idée de faire des magnettes, en fait, des cartes. Donc, c'est pour laisser un petit souvenir aux enfants, quoi. Cap Sport, actu sportive locale. La présentation de l'invité, c'est fait. La saison en cours, c'est fait. Mathieu Dovez est notre invité. Ce week-end a lieu la 19e édition du Val-de-Lorraine Classique. On en parle et plus que jamais dans cette émission, c'est le fameux événement qu'on adore présenter chaque année. En quelques mots, et pour les novices qui n'auraient pas écouté l'an dernier,
Est-ce que tu peux nous expliquer le principe le plus clairement possible de cette classique ? C'est quoi le principe ? Alors, le principe, c'est 650 engagés. Oui. Ils vont partir le samedi, tous les pilotes vont partir chacun dans leur minute. Donc, il y a 4 pilotes qui partent par minute, jusqu'au dernier. Après, ils s'élancent dans des spéciales qui sont chronométrées, donc comme en rallye. Et à la fin de la journée, il y a un classement. Donc, les top pilotes partent le samedi en premier, et le dimanche, c'est inversé. Donc, ça veut dire que les derniers vont partir en premier. Donc, ça permet d'avoir un classement équitable, et toujours sur des spéciales chronométrées. Donc, à la fin des 2 journées, on aura un classement total et qui permettra d'élire un premier, un deuxième, un troisième. Et seuls les spéciales sont chronométrées. Seules les spéciales sont chronométrées. Et on a de la liaison, en fait, donc c'est pour rejoindre une spéciale à une autre avec un temps défini. Donc on ne doit pas arriver en retard, ou sinon on prend une pénalité. Donc on est puni, en fait. On est puni soit d'1 minute, 2 minutes, en fonction du retard qu'on a acquis. Donc ça peut dépendre de la météo. La météo peut faire qu'on arrive en retard, un souci technique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. En fait. Et justement, j'allais en parler un petit peu plus tard, mais pour les motards, alors sans doute beaucoup plus amateurs, pour en avoir discuté avec eux et en connaître certains, pour certains d'entre eux, le plus difficile, c'est vraiment les liaisons à travers bois, avec de la bouillasse jusque-là. Et parfois, ce que les gens ignorent, c'est à quel point les liaisons sont aussi compliquées. Alors peut-être pas pour toi qui es un expert, mais... Voilà, en fait, la Val-de-Lorraine, c'est 30 pilotes plus ou moins pros. Et après, derrière, c'est des amateurs, quoi. Ils sont là pour se faire plaisir entre copains. C'est ce qui fait la beauté du truc aussi. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a des gens qui font que cette course et ils arrivent sur cette course et pour eux, c'est la guerre. C'est vrai. Moi, j'en connais. C'est comme ça que ça ressentit. Tu vois, et puis des noms. David Bazus, par exemple, qui un coup a dit « Ah, mais je vais m'inscrire ». Il s'est inscrit comme ça, tu vois, il n'avait jamais fait... il s'est pas rendu compte de la dureté du truc, quoi. C'est ça qui est beau. Il a laissé 2 doigts dans la forêt, enfin bon bref. Et ce qui est beau pour les amateurs, en fait, c'est qu'ils font la course entre eux. Donc ils sont pas vraiment pros du classement, mais ils regardent, ils se comparent, et ils sont toujours contents quand même de faire devant le copain, quoi. Mais c'est exactement ça. Gérald, Fabrice, David, c'était à qui finirait le couillon de l'histoire. Pardon. Quelles sont les spécificités ? Est-ce qu'il y a des nouveautés dans cette édition 2018 ? Par rapport à l'année dernière, par exemple, des nouvelles spéciales, l'arrivée a-t-elle été modifiée ? Comme ça, de tête, non. L'arrivée, elle se passe toujours à Pompée. Le circuit sera un petit peu différent à Pompée, donc on garde toujours un truc un peu spectaculaire avec des troncs d'arbres, beaucoup de public. Je crois que l'année dernière, il y avait 10 000 personnes avec le beau temps. Cette année, ils annoncent encore le beau temps. Donc, ouais, ça... l'organisation a mis un point sur la sécurité. Oui. Donc en ce moment, c'est difficile d'organiser des événements. Et là, ils ont réussi à faire un beau travail de fond. Et moi, je les félicite pour ça, parce qu'ils arrivent à faire chaque année quand même de plus en plus d'efforts sur la sécurité, sur l'environnement, sur la remise en état. C'est vraiment des fous du travail et c'est cool de... Ça doit pas être facile, quoi. J'aimerais pas être à leur place. Je préfère être sur la moto, mais... Ils sont tous bénévoles. Hein, ils sont des centaines de bénévoles. Ouais, ils sont 600, 700 bénévoles. Il y a des gens qui sont carrément extérieurs à la moto et qui sont là depuis 40 ans. Donc, moi, je trouve ça super. Pour participer à la fête, 10 000 personnes sur la ligne d'arrivée, ça transcende. Ah ouais, moi, j'adore ça. J'adore ça, ouais. Quand je vois du monde, ça met une certaine pression, mais on se dit qu'on fait un sport populaire, qu'il y a un show quand même à présenter aux gens et... voilà, qu'on n'est pas tout seul au fond du bois. C'est ça qui est beau entre cette envie d'être seul pendant des heures sur la moto, parcourir et faire son truc, mais aussi avoir le besoin d'avoir un regard du public sur soi, Ingrid. Ça, c'est le côté psychologique. C'est toi qui donne l'analyse. Mais moi qui suis... Oui, et moi qui suis... Oui, soit on le vit très bien et ça transcende, soit ça peut tétaniser, j'imagine, ces 10 000 personnes. Ça tétanise quand on est pas bien. Pour reparler à nouveau des amateurs, là, pour certains, passer et faire les franchissements là, devant des milliers de regards braqués sur eux, ça doit être quand même une forme de pression. Et pour reparler du côté spectateur, il y a une espèce d'ambiance hyper saine, je sais pas, de fête foraine, je sais pas, oui, c'est vrai, les gens sont heureux, contents de voir des pilotes, c'est vraiment cette impression-là, moi, qui m'impressionne chaque année, c'est hyper chaleureux. T'as raison, c'est vrai. C'est positif. Beaucoup de gens disent, on va à l'enduro, ils n'ont pas suivi une seule fois, ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Moi, la première, c'est la seule... Aller voir un coup, voir comment ça se passe. C'est la seule occasion de l'année où je m'intéresse à la moto, et c'est très positif comme événement.
je Et trouve. pour ceux qui sont un peu plus calés, alors je le rappelle qu'on est avec Mathieu Devez. Quelle est selon toi la plus belle spéciale à ne pas rater? À pas rater, pour moi c'est la dernière, c'est Pompée. Parce que vous avez du spectacle, l'organisation propose des jeux pour les enfants, tireuses à bière, enfin il y a de tout quoi. Ah, tireuses à bière, il n'y a pas que pour les enfants. Et combien de participations à l'Enduro de Val-de-Lorraine tu comptes, moi là, toi ça va être la 6e là. D'accord. Et quelles sont tes performances? L'an dernier, tu as fini 10e, je crois. C'était ta meilleure performance? Là, c'était la meilleure, c'était 10e. Pareil, avec toujours un souci au niveau du temps. C'est compliqué au niveau du timing, pardon. Pas du temps intempérie. Oui. Mais ouais, là, c'est toujours mieux. Chaque année, c'est toujours mieux. Donc, 10e, là, cette année, j'espère encore faire mieux. C'est quoi l'objectif? C'est un peu secret, ça. Le top 5? Non, ouais. Top 5, ça serait super. Donc, ça veut dire qu'il vise mieux. Oui. T'as réussi à avoir ce que tu voulais comme info. Oui, en gros, c'est ça. L'année dernière, cette 10e place, c'était une satisfaction ou c'était une déception? Moi, je suis jamais content, en fait. Ça, c'est un peu un de mes défauts, mais c'est aussi une force. Mais non, j'étais pas... Pas satisfait. T'étais pas non. Tu pouvais mieux faire. Je pense qu'on peut toujours mieux faire, ouais. Tu parlais tout à l'heure de la météo qui s'annonçait clémente pour ce week-end. Depuis le temps qu'on présente cette émission et ces Val-de-Lorraine classiques, les pilotes, eux, redoutent ça. Tu préfères aussi la boue, la pluie, ce qui va vraiment avec le Val-de-Lorraine classique? Pas forcément. Si on peut éviter cette contrainte, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est le premier, Ingrid, tu te souviens? On a eu les frères Lorrain, on a eu en général, Julien Gauthier, plusieurs. Eux, c'est des spécialistes de la boue. Ouais, c'est ça, ils aiment la glisse et moi, pas forcément. S'il y en a, je m'adapte, mais c'est plutôt une contrainte. Et puis même pour l'organisation, c'est pas forcément facile. Dès qu'il pleut, ils perdent des spectateurs. Il faut remettre en état les spéciales. Enfin, c'est plus dur. Beaucoup de boulot. Ouais, c'est beaucoup de boulot. Vous échapperez a priori pas à la boue, si, avec le temps du week-end dernier, par exemple, tu crois que ça aura eu le temps de sécher? Je pense que ça va sécher. J'invite tout le monde à venir parce qu'il va y avoir du beau spectacle. Il va faire beau et ça va glisser. Donc il y aura tout réuni. Quels sont pour toi les favoris cette année? Jérémy Tarot a tout gagné l'année dernière, donc je pense que c'est lui le favori. Qu'est-ce qui fait de Jérémy Tarou le meilleur? Il a acquis une expérience, il a maintenant... il est plus âgé que moi, ça c'est sûr. Ça fait depuis super longtemps qu'il fait de la moto. Il a réussi à trouver un équilibre dans son team avec ses coéquipiers. Il s'est installé une certaine routine qui lui permet de performer. Est-ce qu'il y a des échanges entre les pilotes, que ça soit amateur? Est-ce que vous donnez plutôt des conseils? Est-ce qu'il y a des échanges, vous allez boire un coup à un endroit? Ou est-ce que vous êtes vraiment dans votre bulle le temps de cet événement? On essaye... c'est difficile aussi de ne pas vexer quelqu'un qui va demander un conseil ou un service. On essaye de rester accessible, mais il faut essayer surtout de rester dans sa bulle. Donc on a vraiment envie de donner des conseils, d'être accessible, d'être le plus possible proche des gens, mais il faut vraiment qu'on soit... Parce que c'est eux qui font vivre la Val-de-Lorraine aussi, donc bien sûr. C'est hyper important que les pilotes véhiculent une bonne image, soient accessibles, souriants. Enfin, en tout cas, s'ils m'écoutent, je les encourage à sourire aux gens. Bien sûr. Mais il faut être dans sa bulle quand même, parce qu'on prend des risques. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on passe à 100 km/h entre les arbres. Donc, si on a en tête ne serait-ce que n'importe quoi, le risque il est immense, quoi. Donc ne pas oublier vraiment la priorité, c'est pourquoi on est là, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de mauvais échos, Ingrid, je pense que c'est justement cette alchimie entre les différents pilotes qui font la force de cette enduro qui aura lieu dès ce week-end. Ingrid. Juste, on l'a encore pas dit parce que tu parlais de l'expérience de Jérémy Tarou. Tu es tout jeune, 23, 24 ans 25 ans. Donc on a oublié de le dire à quel point tu étais jeune et à quel point effectivement il y a une grosse marge de progression encore. C'est la loi du sport en fait, le temps passe trop vite par rapport à ce qu'on veut faire, et 25 ans je commence déjà à être vieux. Ouais. C'est vrai? À quel âge on est au top dans cette discipline? Jérémy Tarou, quel âge? Je sais pas. Il doit pas être beaucoup plus vieux. Hein. Si, je pense qu'il a 28, 29. Ah oui, mais bon, c'est pas... ça va. On est au top environ vers 27 ans parce qu'on a acquis une maturité, on connaît son corps, on connaît plein de choses, quoi. Après, une carrière moto, on va l'envisager jusqu'à 32, 35 ans. Tu as hérité du dossard numéro 5, j'ai pu lire ça. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça a une vraie importance par rapport à l'ordre de départ Alors, en tant que pilote et sportif, on a toujours des superstitions. Donc le numéro, c'est toujours important quand même, quoi. Et là,
Ça me va, ça me va, mais par contre pour l'ordre de départ c'est top. C'est top parce que je vais pouvoir m'élancer dans les premiers, donc on va avoir un circuit qui sera plus ou moins vierge, et là je suis performant. Vierge le samedi, mais abîmé le dimanche. Ouais, donc abîmé le dimanche, mais par contre sec, parce qu'on part dernier. Donc entre les premiers qui auront essuyé plus ou moins la gadoue, nous on aura un terrain qui sera sec avec des belles ornières. Ah ouais, d'accord. Donc on sera sûrement avantagé si le temps est clément. Ok. C'est une question de temps. Je pensais que plus il y avait de passage et plus c'était boueux. On se doute que tu as repéré les spéciales, on sait comment ça fonctionne, voilà, en balade avec la copine ou pas, tu prends quelques notes ou pas, des photos ou pas. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Quelles seront surtout les difficultés que toi tu as relevées? Tu vas peut-être pas tout nous dévoiler, bien sûr, mais est-ce qu'il y a quelques difficultés ou plus ou moins que d'habitude que tu as relevées? Ouais, je vais être sympa, je vais dire un peu toutes les difficultés. Donc la spéciale la plus dure, ça sera la spéciale de Brat. Donc c'est celle qui se trouve au sommet de Faux. Elle est difficile d'accès, mais par contre pour le pilote, c'est là où la course va se jouer. Ça sera seulement la deuxième spéciale, mais c'est là où on va faire la différence. Ah ouais. Donc c'est une spéciale accidentée, où il va falloir prendre des risques et où l'écart va pouvoir être plus ou moins important. Donc la course se jouera dans cette spéciale. Le reste des spéciales, c'est des spéciales en herbe, où l'écart sera beaucoup moins important, mais oui, elles sont toutes importantes, que c'est un tout, hein. Je vous rappelle, c'est un cumul. Après, concernant le repérage, on repère... donc on s'hydrate beaucoup, donc on boit entre 3 et 4 litres d'eau mélangée à du jus de raisin par jour, et c'est environ 20 ou 30 km par jour de marche. Donc on est déjà fatigué avant. Le but c'est de pas être fatigué, mais c'est vraiment un effort physique qui dure une semaine, quoi. Et tu intellectualises tous les virages, tous les... Ouais, voilà. Donc je parlais d'expérience tout à l'heure avec Jérémy Tarvou. Lui, ça va être quelqu'un qui va être capable de vous dire exactement où il y a tel caillou, ce qu'il va faire à tel endroit. Donc c'est un exercice mental qui est hyper... comme un pilote d'avion quand on les voit un peu répéter, ou les pilotes qui font du ski de descente. C'est exactement ça en fait. En fait, c'est ça, c'est beaucoup. Donc, il le disait au début de cette interview, je pense. La moto fait la différence, mais ce qui fait la différence aussi avec les grands champions, c'est ça, c'est la préparation, c'est la visualisation, le temps aussi à prendre. On sait que ce genre de sportif est aussi depuis une semaine à aller analyser, tu vois, toutes les étapes de cet enduro, Ingrid. Je pense que la plupart des gens que tu as cités dans les amateurs tout à l'heure ne prennent pas le soin de faire. Ah bah non, bien sûr, oui. Et puis ils en ont pas le temps non plus. C'est un métier. Oui, c'est vrai. Quelle est ta spéciale préférée? Est-ce que tu as une des spéciales où tu te sens a priori le mieux? Là où tout va se jouer. J'aime bien Brat, ouais. J'aime bien Brat, mais ma préférée, c'est à Beaucourt. À Beaucourt, ouais. Tu es local de l'épreuve avec les frères Lorrain, tu connais le terrain par cœur, c'est un gros avantage, non? C'est plus facile, mais on a la contrainte d'être attendu, je pense. Donc au final, on est kiff-kiff avec les autres, quoi. Eux, ils viennent en touriste, nous, on est locaux. Bah, je crois qu'on avait fait à peu près le tour en tout cas de ce qu'on avait préparé de l'interview. Juste pour finir, avant de passer au portrait chinois, est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour encourager les spectateurs qui seraient encore un petit peu sceptiques à venir t'encourager, toi et les autres? J'invite vraiment tout le monde à venir, surtout si vous avez des enfants, si vous avez eu un jour l'envie de monter sur une moto, ou même si vous êtes carrément extérieur. Il faut venir voir ce sport qui est un sport, on peut le dire, vert, parce que c'est un sport où qu'on pratique dans les bois, et on est vraiment hyper respectueux de la nature, on fait corps avec la nature, c'est vraiment... un atout, ça. Et vous pouvez venir parce que c'est du gros spectacle. Il y a de la vitesse, il y a les amateurs sur les troncs d'arbre. Ça te fait rire. Il y a les amateurs sur le tronc d'arbre à la finale à pomper. Et c'est intéressant, il faut y prendre goût. C'est sûr qu'au premier abord, c'est difficile à comprendre, mais faut venir. Non, moi j'ai fini par comprendre, donc c'est que ça doit pas être si dur. À la suite de cet événement, Mathieu Devez, où est-ce qu'on va pouvoir te suivre? Est-ce que tu as une page Facebook, et surtout dans quelle partie de la France on va pouvoir te suivre dans les prochains mois? Alors ouais, j'ai la page Facebook, ça serait sympa d'aller faire un tour. Ouais. Et donc ça sera le championnat de France à Privas la semaine, je pars le lundi direct après la course du Val-de-Lorraine. On fait du testing avec mon team. Ensuite on part au championnat de France pour remarcher du coup à partir du mercredi. Mercredi on marche et la course c'est samedi dimanche. Ensuite je rentre, j'ai un enduro pour mon motoclub à Granges-sur-Vologne. Et ensuite je repars à Bergerac, et ensuite j'enchaîne avec le mondial au Portugal.
Donc ce sera ma deuxième participation au championnat du monde. Je vais prendre ça avec beaucoup de recul, mais je veux performer quand même, quoi. Ça serait sympa de suivre. C'est une belle expérience de vie et j'ai envie de... C'est à quelle période ? C'est fin avril. On retiendra cette phrase. Ouais. Je veux performer quand même. J'y vais pas pour faire de la figuration. On a compris que Mathieu Devez aime performer. Cap Sport, actu sportive locale. Ingrid, petit moment privilégié avec l'invité, c'est toujours l'heure du portrait chinois pour clôturer cette magnifique interview. Alors, si tu avais été un autre sport... La course à pied. La course à pied. Et tu la pratiques ? Ouais. Par obligation ? Non, par plaisir, et puis c'est le plus rapide pour s'entraîner en fait. Pour avoir du foncier. Le pilote que tu as admiré, qui t'a donné envie de faire ce métier ? Peter Hansel. Qui a participé de nombreuses reprises au Val de Lorraine Classique. Ouais, bonne image de soi, bon communicant, top, longue carrière, super. Un sportif que tu admires hors monde de la moto ? J'admire tous les sportifs, j'ai pas vraiment d'exemple en particulier. Ouais. J'essaye de pas trop m'identifier. Je pensais à Roger Federer. Je vais faire les réponses à ta place si ça te dérange pas. Non, mais tu parles d'image, de sourire, de bienveillance, etc. C'est en tout cas l'image qui me donne. La communication. Quel est ton meilleur souvenir sportif jusqu'à l'heure d'aujourd'hui ? Celui qui est dans ma tête. Non, pour l'instant, j'en ai pas trop en fait. Je suis jamais content, donc ça sera l'objectif final en fait. Ce titre de vice-champion de France, non, ne te satisfait même pas ? Non, il aurait fallu être champion pour être satisfait. Ouais, voilà. Non, ça me satisfait pas du tout. Ton pire souvenir ? Mon titre de vice-champion. Ta blessure, non ? Non, pas du tout, les blessures, ça. Et l'événement sportif qui t'a marqué depuis ton enfance ? L'événement sportif... ma première course de championnat de France. Et ça n'a rien à... Est-ce que tu t'intéresses à d'autres sports à part la moto ? Ouais, tous. Je suis un peu toute l'actualité du sport. S'il y avait un événement sportif lors des 20 dernières années qui t'a marqué ? Moi, c'est le Dakar. Hein. Mon objectif final, c'est le Dakar. C'est vraiment ce qui me pousse tous les jours à... À participer, toi, au Dakar ? Ah ouais. Ah ouais, d'accord. C'est ton rêve ultime ? Ouais. Ah bah c'est beau. Eh ben on te suivra, on t'encouragera ce jour-là. En tout cas, bien sûr, on te suit. T'oublieras pas que tu as commencé ici dans Cap Sport. En tout cas, on te remercie beaucoup, Mathieu, et puis on te souhaite bien évidemment bonne chance. On sera nous du côté de l'enduro. On sait jamais sur quelle étape, on sait jamais dans quel état, mais en tout cas, on saluera donc ce numéro 5. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Mathieu. Merci à vous. Ciao. Merci Mathieu. Cap Sport, actu sportive locale. Alors, on est toujours dans l'actualité sportive locale et après notre invité qui nous a fait le plaisir d'être avec nous en studio, Mathieu Devez, on a le plaisir d'avoir le vainqueur, Ingrid, de la saison passée. C'est Jérémy Tarou qui nous fait le plaisir d'être avec nous par téléphone. Salut Jérémy. Salut à tous. Bonjour Jérémy. Jérémy, je te présente. Ingrid, elle est avec moi autour de la table. On va s'échanger les questions. Le but, c'est d'en savoir un petit peu plus sur tes ambitions sur cette épreuve et pas que. Ingrid, c'est parti. Alors la question, bonjour Jérémy, pardon. La question va peut-être surprendre le champion que tu es, mais est-ce que pour nos auditeurs lambda, tu peux rappeler en quelques mots ton grand palmarès ? Grand, c'était relatif, mais c'est vrai que là, je suis passé en enduro depuis 2012 et j'étais venu à la Val de Lorraine. C'était une de mes premières courses que j'avais gagnée d'ailleurs en 2012. Et ensuite j'ai fait plusieurs années en mondial. J'ai fait 4e du championnat du monde d'enduro. Et puis là, je me suis spécialisé pour les classiques. L'année dernière, j'ai été vainqueur des 5 classiques de l'année, ainsi qu'un titre de champion de France et 2 fois champion du monde par équipe. Jérémy, comment est-ce que tu es devenu pilote d'enduro ? Qu'est-ce qui te plaît dans ce genre d'épreuve ? Moi, j'étais pilote de cross pendant une quinzaine d'années. Là, je suis passé à l'enduro. C'est vrai que c'est un peu différent, surtout en classique où c'est vraiment le plaisir avant tout, avec des grandes randonnées, des beaux paysages, en espérant que la météo soit au top, bien sûr. Mais voilà, c'est plus de plaisir, plus de balades, et toujours des chronos, mais moins dans la compétition, on va dire. Alors, on a eu la chance de recevoir ici en studio Mathieu Devez. Il est assez d'accord avec nous. Le meilleur, c'est toi. Quelles sont tes qualités pour exceller dans la discipline ? Qu'est-ce qui fait de toi le meilleur ? Bon, après, on est un bon paquet à se tenir. C'est toujours très serré en classique. Après, par rapport à ceux qui vont vite sur le vierge, on appelle ça le vierge parce que c'est le premier jour, le circuit est tout nouveau. Il n'y a pas de trace au sol, tout ça. Donc ça, c'est vraiment les spécialistes de l'enduro qui vont vite là-dessus. Et moi, je suis un peu meilleur le lendemain où c'est déjà tracé, avec des appuis, des ornières, où il y a des lignes. Donc, comme je roule bien sur le vierge aussi, j'arrive à avoir un bon compromis, ce qui fait qu'en général, j'arrive à jouer
les podiums ou la victoire assez souvent, quoi. Alors c'est vrai, Ingrid l'a bien résumé au début de cette interview avec Jérémy Tarou, je le rappelle, qui est avec nous en direct par téléphone. Tu es un fidèle de l'épreuve avec tout ton palmarès. Pourquoi est-ce qu'elle te tient autant à cœur? C'est vrai que j'avais attaqué ici en 2012, toujours sur des spéciales qui sont vraiment magnifiques, beaucoup de spéciales d'ailleurs, avec 12 spéciales je crois cette année encore. Oui. Je suis un fidèle à toutes les classiques, parce que j'ai toujours trouvé beaucoup de plaisir à rouler là-dessus. Donc la Val de Lorraine en fait partie, il y a aussi le trèfle lozérien que j'ai gagné l'an dernier, qui est une très très grosse classique. Moi je me fais plaisir sur des épreuves comme ça, c'est pour ça que je reviens. Ici en plus, maintenant j'ai des amis qui m'hébergent, donc que je remercie d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je passe toujours un bon moment et ça me fait plaisir de revenir. Ouais. Tu as remporté la dernière édition en date, celle de 2017. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette victoire? Ça a été très serré. J'avais fait une grosse erreur dans la spéciale en ligne de Bratt, où j'avais perdu plus d'une dizaine de secondes. Donc comme c'est toujours très serré, les spéciales, ça se tient à 1, 2, 3 secondes entre les pilotes. Il m'a fallu cravacher. Ça s'est joué à la dernière spéciale. Donc ça a été tendu et c'était bien pour le public, bien pour tout le monde que ça soit assez serré. Après dans l'ensemble, ça avait été une bonne course avec une bonne météo. J'espère que cette année, ça sera de même. Mathieu Dovez nous a dit que selon lui, la différence cette année allait se jouer dans cette spéciale de Bratt dont tu parles, encore une fois. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, parce que c'est une spéciale ça sera sûrement la plus longue. Et aussi la plus difficile parce qu'elle est en ligne, elle est en sous-bois, c'est souvent boueux, les conditions sont pas faciles, donc il y a beaucoup d'écart. On peut vite partir à la faute aussi. Donc je pense qu'en plus elle est en seconde spéciale samedi, c'est là que la différence se fera. Il faudra répondre présent sans faire de faute, mais il faudra aussi être régulier tout au long du week-end. L'objectif il est clair, une deuxième victoire consécutive, Jérémy? Bien sûr, on part toujours pour la victoire. Moi, j'espère toujours être sur la plus haute marche. Après, surtout, il faut être régulier, se faire plaisir avant tout, sinon ça marche pas. Et viser le podium à chaque spéciale. Et comme ça permettra d'être toujours bien placé et voir où on en sera pour dimanche et attaquer, pourquoi pas, la fin de journée à fond, quoi. Alors, je dis ça pour tous nos auditeurs qui sont aussi avec nous et qui attendent des noms. Ingrid, toi, tu es souvent en bas de ces épreuves. Quels est a priori tes principaux rivaux qu'on va pouvoir entendre du nom du micro du speaker? Quels sont les principaux rivaux de Jérémy Tarou pour cette épreuve? C'est un peu toujours les mêmes. Après cette année, j'ai vu qu'il y avait Marc Bourgeois qui roulait. Donc lui, il a déjà gagné plusieurs fois. C'est un très très bon pilote de classique. Donc je pense que ça sera un des meilleurs. Ensuite, il ne faut pas oublier toujours les trois costauds des classiques qui sont dans le même team maintenant, avec Gauthier, Albepart et Boucardet. Et je crois qu'il y a aussi Jérémy Miroir, que vous risquez d'entendre, parce que c'est un jeune mais qui roule très bien en classique. Donc il sera présent dans le top 5, voire le podium. Ouais. Mathieu Dovez, non? Ça ne fait pas partie de tes favoris? Dovez, il fait pas longtemps qu'il est arrivé en enduro. Ça, c'est quand même des courses assez particulières. Il roule bien, mais je pense que pour aller chercher les 5 tops des classiques, il risque de lui en manquer un petit peu. Je le vois juste un petit peu derrière les tops des classiques. C'était son objectif, ça serait déjà finalement plutôt pas mal. Jérémy Tarou, quelle est ta spéciale préférée? Ma préférée, en général, j'aime beaucoup celle de Bello. Bello Frémel, je crois qu'elle s'appelle. Millery est souvent très très belle aussi. En général, toutes les spéciales en herbe me plaisent ici. Il n'y a pas de souci. A priori, le terrain va être gras. Est-ce que c'est... Vu la neige qu'il y a aujourd'hui, je pense que même s'il fait beau, peut-être mercredi ça devrait partir, mais après ça va être vraiment humide. Donc ça serait important de bien se placer au spécial, d'être un des premiers à ouvrir, je pense samedi. Et dimanche, suivant la météo, il faudra être assez malin, je pense. C'est à ton avantage la boue? T'aimes ça? Je préfère quand même quand c'est plus sec, mais je sais aussi rouler sur le gras. Donc on fera avec, mais je préfère quand c'est des bonnes conditions comme l'année dernière. L'objectif, c'est aussi clairement, Jérémy, la préparation pour la reprise du championnat qui aura lieu la semaine prochaine à Privas. Ouais, tout à fait. Même s'il est quand même les classiques, moi ça reste vraiment aussi important que le championnat de France. Mais ça permettra de se remettre dedans en vue de la première échéance du championnat de France, ouais, bien sûr.
quels sont, pour terminer, Jérémy, on va te laisser filer, quels sont les événements, les objectifs et pour la suite de ta carrière dans les prochains mois, où est-ce qu'on va pouvoir te voir? Ce sera sur les 5 classiques. Donc après, il y a la grappe de Cyrano, le trèfle auxerrien, Grande Auvergne et Aveyronnaise. Et puis les 5 épreuves du championnat de France et 2-3 courses que je ferai à côté. Et à voir les ISDE au Chili, suivant comment la saison se passe, si je suis sélectionné, si je fais partie de l'équipe comme ça a été le cas l'année dernière. On verra bien, mais les 2 objectifs, c'est vraiment les classiques et le championnat de France. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et merci beaucoup, Jérémy Tarou, d'avoir participé avec nous dans cette émission. À bientôt, Jérémy. Merci, bonne course. Au revoir. C'est gentil. Au revoir. Cap Sport, actu sportive nationale. Ingrid, oui. Tu reconnais cette petite musique? Mais là, un peu plus forte. C'est le quiz? Bah oui, c'est l'heure du quiz. J'espère que tu es prête. Et on a... Alors, j'ai décidé, on sort, on prend toute l'actualité sportive nationale, on la met dans un quiz. Il y a beaucoup de foot, je vous le cache pas. Il y a un petit peu aussi d'autres sports, mais pas de moto. On est coupé décalé, c'est justement le principe de cette émission. Trop forte en foot, en moto. Ingrid, j'ai quelqu'un qui veut prendre sa revanche. Attends, j'ai une question. Ouais. Pas de moto, pas de scooter? Pas de scooter qui rentre sur le terrain, pas de moto, pas de moquerie s'il vous plaît. Messieurs, dames, on reste calme. Eh ben, c'est Nono qui nous fait le plaisir d'être avec nous par téléphone. Salut Arnaud. Ouais, bonjour les amis. Salut Arnaud. Écoute. Une belle entrée là. Ah, une très belle entrée, une entrée fracassante. Ça fait un quart d'heure que j'attends. Hein. Salut Arnaud. Écoute, un quart d'heure. Oh, t'es un petit peu sévère. Alors, tu le sais, on te demandera ton pronostic à la fin de ce quiz parce que la France joue la Colombie, puisque c'est pas un week-end de l'Est national. Tu vas pas être obligé de nous dire je vois pas Nancy gagner, je vois pas Nancy perdre. J'ai déjà le résultat là. T'as déjà le résultat? Ah oui. Ah bon, écoute, eh ben c'est bien. Mais de l'autre côté, parce qu'en attendant, il y a un quiz. Pas de mauvaise foi, il y a un petit peu de tout. Il est excellent. Cette semaine, il y a un joueur de football, Marcos Alonso, on en a parlé. Oui. Pourquoi? Oui, de Chelsea. Oui, de Chelsea. Qu'est-ce qu'il a fait? En Ligue des Champions? Ça n'a pas à voir forcément avec une compétition. C'est plus le joueur en lui-même. Ça a à voir avec sa vie privée? Non. Donc avec son statut de joueur de foot. Avec son statut de joueur de foot, exactement. Marcos Alonso, joueur de Chelsea, 27 ans. C'est un Espagnol. C'est un Espagnol, exactement, justement. Oui. Justement. Ça a à voir avec sa sélection? Il a été sélectionné pour la première fois. Voilà, il a été sélectionné pour la première fois avec la Roja, comme on les appelle. Mais c'est pas forcément le fait d'être sélectionné qui est exceptionnel. Pardon. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel dans sa sélection. C'est le frère du Xabi Alonso. Ah, absolument pas. C'est la façon dont c'est quelque chose que Ingrid peut trouver, hein, elle qui est pas très foot international, etc. Est-ce que ça a à voir avec la façon dont il a fêté ça, par exemple? Non, ça n'a rien à voir avec une fête. Il a une double nationalité? Non, il a pas de double nationalité. Il a été appelé par Julen Lopetegui, on le rappelle, en sélection. Oui, bah oui. Alors, le fait qu'il ait été sélectionné a quelque chose d'exceptionnel? Ah, c'est exceptionnel, pas par ses performances. C'est parce qu'il est très jeune? Non, 27 ans. C'est le premier à avoir fait quelque chose? Oui, ça peut devenir le premier s'il rentre en jeu. Parce que vous le savez, il est sélectionné, mais sa sélection compte une fois qu'il met les pieds sur le terrain. Oui, genre il a déjà joué sous une autre nation. Il a déjà été sélectionné, voilà. Non, c'est sa première sélection dans un pays. Il a été international en espoir? Non, il a... Ou alors je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas ça. Ingrid, Arnaud, réfléchissez. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui aurait pu t'arriver peut-être, Arnaud. Moi? Ouais. Non, rien à voir avec le nez, le physique. Il a fait beaucoup de choses. Les pulls? Ça a à voir avec son pull? Non, on ne clash pas sur les pulls. Hein. Vous pouvez les admirer du côté de rue Général Leclerc. Est-ce que ça a à voir avec son parcours avant d'arriver là en sélection? Genre son parcours et ses belles performances l'ont amené à être récompensé par cette sélection. Mais c'est pas la sélection en elle-même. Mais je croyais qu'il était bien ton quiz. Mais il est très bien, justement, regardez, vous trouvez pas, et en plus, c'est une info intéressante. Et moi, je suis content. Là, je suis en train de jubiler. Je suis comme ça, avec mon stylo, je jubile. Hein, tous nos éditeurs qui sont Alonso. Marcos Alonso. Je rappelle à tous nos auditeurs qu'on est en plein quiz, hein, après de longues interviews pendant qu'ils réfléchissent sur la moto. C'est sa première sélection? Oui, c'est sa première sélection, mais ça n'a pas changé. Donc, qu'est-ce qu'il a bien fait? Est-ce que... on n'a pas bien révisé. Vas-y, donne-lui un indice. Alors, je vous donne un indice. Je vous donne un indice. Il n'est pas tout seul. Genre, c'est son frère. Son frère a déjà été sélectionné. Pas son frère.
Son père. Son cousin. Son père a déjà été sélectionné. Demi-point. Mais c'est pas ça qui est exceptionnel. Son père est... Il est australien. Non, son père est espagnol, il a porté le maillot de la Roja. Donc quoi? Bah son père a porté le maillot. Et son grand-père. Et son grand-père. C'est la troisième génération. Troisième génération à porter le maillot, c'est beau. Genre ça aurait pu arriver à Arnaud quoi. Ah, sur le maillot Custine. S'il entre en jeu, il va rentrer dans un club très fermé. Donc, à porter, après son grand-père en 55, son père en 80. Et voilà, le fils en 2018 a porté le maillot de la Roja. C'est beau, non? Magnifique. On peut citer Vladimir Weiss, actuel international slovaque, comme son père et son grand-père, mais c'est le seul à l'avoir fait, sinon dans le championnat européen. Oui. T'as fait un point pour moi? D'accord, merci. Ça fait un point pour Ingrid. Bah attendez, mais c'est important. Non mais père et grand-père, ça fait pas 2 points? Père, grand-père, 0,5, 0,5, 1 point. Un chacun point. Deuxième question. Nikola Karabatic, on a parlé de lui cette semaine. Handball. Oui, il a un frère, Lucas. Oui. Autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce on a parlé de lui cette semaine? Je sais pas. Est-ce qu'on parle de hand ou est-ce qu'on parle d'autre chose, d'une vie plus médiatique? C'est par rapport à ses performances, mais c'est pas forcément sur le parquet. Il a passé un certain nombre de buts. Non. Ouais, non. De nombre de minutes jouées. On parle plutôt de sa vie publique ou de sa vie médiatique? 2 fois champion olympique, 4 fois champion du monde et 3 fois champion d'Europe. Il s'est marié? Non. Il a été blanchi pour ses paris. Est-ce qu'il a participé à un événement particulier? Oui. Il s'est marié. Il a gagné la Coupe de la Ligue là. Il a pas gagné la Coupe. C'est pas sportif. Ah, c'est pas sportif. Et il a participé aux Enfoirés, genre un truc de ce genre. À une émission de télé particulière. Mais les Enfoirés, c'était pas cette semaine. Arrête de me prendre pour une imbécile. Non, c'était pas les Enfoirés. C'était un truc de ce genre. Au juste prix. Non. Nikola Karabatic. Alors, vous savez qui c'est? Oui, il me ressemble, pareil. Ouais. Il va participer à une émission de télé, genre Koh-Lanta, un truc dans le genre. Non. The Voice. Non, les danses avec les stars. Ah. Non. Non. Il a pas participé à tout ça. C'est pas il a pas participé à une émission. Il a sponsorisé une émission. Non. Ingrid. Donne-lui un indice. Il a été désigné à 3 reprises meilleur joueur du monde, ce qui peut lui valoir une certaine reconnaissance. Il a une statue, genre comme pas Ronaldo, une statue, qui lui ressemble pas. C'est pas une statue, mais c'est pas loin. Un buste. On s'en rapproche pas. Une statue à son effigie. Non. Elle se fout de moi, je viens de le dire. T'as dit un buste, t'as pas dit une statue. Ils ont dessiné son nez. Ils ont inauguré un gymnase à son nom. Ah, c'est une inauguration. Une école. C'est une inauguration. C'est pas un gymnase, c'est pas une école. Une école. Non. Non, un lycée. Non. Un restaurant. Non. Un bar. Non. Une rue. Une rue. Point pour Ingrid. Merci Arnaud. Nicolas Karabatic a désormais une rue qui porte son nom. Excusez-moi, mais attendez, d'ici à ce qu'il y a une rue Ingrid ou une rue Arnaud. À Millery, bah oui, forcément. Ou à Malélois, parce que. Bah, on sait plus où t'es là, t'es pas là ou t'es là. Et ben justement, vous savez, c'est où? C'est en Lorraine en plus. Mais non. Mais pourquoi il est pas originaire de là? Il est pas originaire de Lorraine, mais en tout cas, c'est à Yutz qu'ils ont décidé de créer une rue Karabatic. Alors, franchement, il est pas funky mon quiz? Si, il est bien, ouais. Troisième question. Troisième question. Je trouve pas une réponse. C'est qui? Faut trouver un personnage. Achille, il s'appelle. Achille Talon. Non. Ça concerne le football. Zavata. Non. C'est le fils de quelqu'un. Ouais. D'un grand joueur. Non. Non. C'est le fils de George Weah là. Achille. Non. Le fils de George Weah, c'est Timothy. Non, c'est qui Achille? Alors Mais j'ai pas compris la question. Il succède. Il n'y a pas de question encore. En fait, il succède à différentes personnes qui contribuent en général au mondial, dans les coupes du monde, etc. Il y a toujours une petite personne qui s'illustre. Ça sera Achille pour la prochaine coupe du monde. Ah, c'est la mascotte. C'est pas la mascotte. En quelque sorte, c'est un peu la mascotte. Mais il a un rôle important. Non, mais il a un rôle important pour la coupe du monde en Russie. Ouais. Bah, c'est notre logo, un lion, un tigre, c'est un quoi? Un loup? Non, c'est pas un logo, c'est pas une mascotte. Et il va faire les pronostics comme la. Avant lui, son successeur, il s'appelait. Comme le poulpe. Il s'appelait Paul le Poulpe. Non, mais non. Oui. Eh ben non, mais. Eh ben Arnaud, c'est quoi du coup? Eh ben le pronostiqueur. Un chat.
c'est le pronostiqueur. Je vais donner le point à Arnaud, c'est lui qui nous a mis sur la voie. Achille, chat blanc et sourd, désigné pronostiqueur officiel de la Coupe du Monde en Russie. Voilà, il avait un succès. Non mais attends, qui a dit pronostiqueur? C'est toi qui as dit pronostiqueur. Et donc Achille le chat. Et Arnaud prend le point. Carrément, c'est Arnaud qui prend le point. Et je conclus. Après le célèbre Paul Le Poulpe qui avait prédit les 7 résultats de l'Allemagne au Mondial 2010, Achille, un chat blanc et sourd qui vit dans le musée de l'Ermitage, a été choisi lundi comme pronostiqueur officiel de la Coupe du Monde. Mais il faut qu'on m'explique. J'en ai un chez moi, il s'appelle Jojo. Il faut qu'on m'explique pourquoi Arnaud a pris le point là. Il a déjà fait ses preuves, hein. Il a déjà trouvé le vainqueur de la Coupe des Confs. Près de 70 chats dont les ancêtres ont été introduits par le tsar. Attends, non mais parce que je suis en train d'apprendre que c'est très protégé les chats en Russie. Et voilà. c'est quoi comme race de chat? Oh, c'est un chat foin. Mais pourquoi Non mais j'ai pas. Je te jure que j'ai pas compris pourquoi Arnaud il prend le point. Oh, t'es chiant, t'écoutes les auditeurs, on vous a dit de savoir que c'est surtout que c'est le pronostiqueur. Non mais si tu triches, parce qu'il a dit c'est l'ancien Paul Le Poulpe. Non, j'ai dit c'est comme le poulpe et lui il a dit Paul et après j'ai dit pronostiqueur. Non, Arnaud il a dit Paul. Ah bah je peux te jurer que tu écouteras la bande. Non, allez, justement tiens, tu me parlais de Timothée Weah. On a parlé de lui cette semaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué son premier but. Il a joué son premier match. Il a joué son premier match avec le Paris Saint-Germain il y a peu de temps. Du coup, ça lui a valu quelque chose. Il était le plus jeune. Non. Une rue à son nom. Non. Un poulpe. Non. Timothée Weah, jeune joueur du Paris Saint-Germain. Une prime de match. Non, ça lui a valu quoi? Il a été honoré d'une manière ou d'une autre. Oui, bien sûr. Ou plutôt même récompensé, on peut dire. Sa note dans l'équipe? Non. Au Libéria, il a eu un. Son père est libérien, déjà, c'est bien. C'est le président. Même président. Oui. Justement, c'est ça qui aussi fait partie de l'histoire, c'est un petit peu bizarre. C'est le premier fils de président qui joue dans une équipe pro. Non. Ouais, certainement, mais ça. Osef. Un point alors. Bah, ok, allez, je te le mets. Non. Ça va finir par. Alors. Alors. C'est la fils du légende du Paris Saint-Germain, nouveau président du Libéria. Il a eu le truc de l'homme du match là, le trophée LFP là. Non. C'est moins loin que ça. C'est-à-dire c'est moins loin. Ça ressemble au début. La première question que je vous ai posée concernant Marcos Alonso. Ah, son père, c'est le troisième génération. Arnaud? Non, je vois pas là. J'ai déjà dit plein de choses. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Tu fais un match, tu rentres en jeu, t'es performant, t'es récompensé, tu es. Ils ont prolongé son contrat. Du match. Ils ont prolongé son contrat. Tu vas représenter. Ah, il va être sélectionné en équipe du Libéria pour la première fois. Alors, il va être sélectionné pour la première fois dans une équipe nationale, mais c'est pas le Libéria. La France. C'est pas la France. Non, c'est pas la France. Congo. Non. C'est la nationalité de sa maman alors. C'est un pays africain? Ah non, justement, c'est pas un pays africain. C'est un pays européen? Suédois. Non. Oh, il est suédois, le Georges Weah. Fin de carrière de Georges Weah, je pense. Italie. Non. Italie. Non. C'est un pays européen? Américain. Point pour Arnaud. Et voilà. Mais il y a eu point pour Ygritte, point pour Arnaud parce qu'elle t'a orienté. J'ai mis 3-2, c'est vrai, j'ai été honnête. Non, il a été sélectionné pour la première fois avec la sélection américaine pour le match face au Paraguay le 27 mars sur père président du Libéria. Il est peut-être né là-bas? Bah certainement, il doit y avoir en tout cas quelque chose. Ça t'impressionne, Ygritte? Osef? Ok. Question pour Arnaud. Grand fan. J'écoute. L'Olympique de Marseille. On en a parlé cette semaine. 3-2 contre Lyon? Non. On sait qu'Ingrid est fan de Lyon, Arnaud est fan de Marseille. Ça commence ce chambage. Non. Marseille. Oui. Ils ont fait quelque chose cette semaine. Ils ont gagné en Coupe d'Europe. Ça concerne pas le pont. Ils ont perdu en championnat. Pur et dur. Ils ont perdu en championnat 3-2 contre Lyon? Non. Dernier club français en Coupe d'Europe. Non. Ils ont changé de logo. Non. Ah, ils ont pas changé de logo, mais. Ils ont changé de maillot. Ils ont changé de sponsor. Ils ont pas changé de maillot, mais. Ils changent de sponsor Puma l'année prochaine. Non. Bientôt. Ils ont changé de short. Non, ils ont pas changé de maillot, mais t'étais pas loin. La couleur des maillots. Non. Le troisième maillot, c'est une quoi? Ah, ils ont réédité le maillot de 93. Eh oui, l'étoile. Bim. Exactement, Arnaud, ils ont réédité le maillot pour fêter les 25 ans de la victoire en Ligue des Champions 93. Maillot collector, tu étais sûrement devant ta TV, non, en noir et blanc. Ah, et puis je l'ai celui-là à la maison. C'est vrai? Eh oui. Mais c'est anti-sport. Il a pas une pénalité anti-sportive? On se rappelle de la grande victoire de Marseille. C'était pas facile comme question. Basile Boli. 3-3, non, oui, exact. Non, ça compte pas ça. 3-3. Oui. Suivante. J'ai hésité avec la question subsidiaire parce qu'il va falloir quand même bientôt rendre l'antenne. Il y a une particularité qui concerne le club de Cologne. Vous savez où c'est Cologne? En Allemagne. Wow, Ouais. elle est trop forte. Ça fait un point ça? Ouais, trop forte. Bah, il y a quelque chose qui se passe rarement. championnat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai pas entendu la question. Dernier du championnat.
Non, c'est pas sportif, forcément. Tu peux répéter la question? Cologne. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Cologne cette semaine? Cologne. Ils ont intitulé ça, être fan de Cologne, ça peut coûter très cher. 475 €. C'est un spectateur qui a pris une amende? Non. Qui a vendu, Ils ont vendu un maillot? Et c'est une demande au... Ça concerne les maillots. Ah. Ils ont... C'est une amende? Non, c'est pas une amende, mais ça concerne les maillots. L'achat d'un maillot? Ou de... D'un short? Non. Un survêt? Un ou plusieurs. Bandana. Un ou plusieurs maillots. Les joueurs de Cologne ont déjà porté un nombre de maillots différents depuis le début de saison Il faut trouver le qui nombre. s'est jamais vu. Combien? 8. 6. Ingrid, tu dis combien? Est-ce que c'est ton dernier mot? J'ai dit 8. Tu dis 8. Arnaud, tu dis combien? Mon honnêteté me perdra. Il a dit 6. Attention, c'est la question subsidiaire, question finale. On Tout se joue. Dessus quand même. Bah si, à 3-3, on a eu une grosse émission, on a fait beaucoup de motos Arnaud. Et donc du coup... Pas moi, j'en ai pas de moto moi. bah, ils t'en prêteront une, ils m'ont dit. Tu peux te rendre... Ah d'accord. Tu peux te rendre... J'irai en piquer une, c'est juste à côté de chez moi. Tu peux te rendre à l'enduro. Oui. Alors Arnaud, tu dis combien? Eh ben j'ai dit 6, mais je laisse Ingrid gagner, hein, je suis sportif. Toi tu dis 6, Ingrid dit 8. Oui, mais je la laisse gagner Ingrid. Alors chose exceptionnelle, ils disent que être fan de Cologne c'est cher, changement de sponsor et compagnie. Ils ont changé 7 fois de maillot, c'est énorme. Et donc on est pile poil au milieu. 7 pile Comme poil elle au est milieu. au-dessus, elle a perdu. 4-4, c'est un match nul parfait. C'était comme ça au juste prix. non, on est à Ah bon, égalité. c'était comme ça Arnaud. On est pareil, tout pareil. Oh, je suis quand même plus beau moi. Pareil, tout pareil. Ouais. Ça m'embête parce que je suis vraiment obligé de vous laisser sur un match nul, à moins que vous soyez capable de me sortir 2 joueurs de la Colombie. Zubizarreta. Zubizarreta, Arnaud. Rames Rodriguez et bah, le pile défenseur de Manchester. Falcao, 1-1. 1-1, le premier à me citer 2 joueurs de la Colombie, 1-1. Da Cruz. Franchement, le Da Cruz, il est bien placé. Il joue à la Juventus, il court vite. Qui, Zapata? Non. Murillo. Matuidi, mais Matuidi, il est pas colombien. Ah, Ospina, le gardien. Ospina. Et bim, gardien, passé par Nice, et point, et victoire pour Arnaud dans ce quiz magnifique. Ingrid, t'as quelque chose à rajouter? Oui, juste tu sais que je suis nul en foot international et tu poses une... T'as quand même eu du répondant, hein, franchement. Non, je m'en fous. Par contre, tu trouves dans ce quiz, j'ai quand même été extra sportif, tu peux pas le dire. Moi, quand j'ai demandé combien de maillots différents, je croyais que t'allais dire un truc fun, genre 450. Tu sais, des trucs mais j'ai aucune notion des chiffres. 4512. Comme dans le basket, dans le temps. En tout cas, Arnaud, on te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission Excuse Magnifique. Tous les motards vont être devant ta boutique et ils t'attendent bien évidemment ce soir en forme, puisque on le sait, tu as un petit plat préparé pour tous les motards donc de l'enduro de faux. Ça se passe à la brasserie à Custine et c'est sur réservation. Il est pas trop tard, hein, il est bientôt 19h. On peut toujours y aller tous là où vous êtes en voiture. Tac, tac, tac. Venez boum, nombreux, venez nombreux. Venez nombreux. Arnaud, t'as un pronostic pour ce match entre la France et la Colombie? 2-0 pour la France. Je ne vois pas la France gagner, je ne vois pas la Colombie perdre. C'est en France? 2-0 pour la France avec les buteurs, parce que je pense que Ingrid peut dire la même chose. T'as dit quoi? Mbappé et Griezmann. Eh bah c'est parfait. Original. Bah c'est ceux qui vont marquer, c'est pas de ma faute. C'est pas de sa faute. Allez, merci Arnaud. Salut Ciao. Arnaud. Allez, bisous. Ciao. Pas grave Ingrid, hein. Bisous. L'avant-match de l'ASNL. Bien évidemment, vous le savez, la Nancy-Lorraine ne joue pas puisque c'est un week-end de trêve internationale, Ingrid. Mais tu as peut-être quand même eu le temps de te pencher sur ce match entre la France et la Colombie qui a lieu ce soir. On le sait, beaucoup de festivités, l'enduro ce week-end, mais il y a une petite part aussi de football et de sport collectif. Est-ce que tu as, toi, un pronostic à nous livrer puisqu'on vient d'entendre Arnaud? Moi j'ai suivi ça de très très loin. C'est en France ou en Colombie déjà pour commencer? C'est en France, Ingrid. Ah, alors toi, quand ça concerne pas la Nancy-Lorraine, bim bim, on oublie quoi hein. Ouais. Alors moi je vois quand même un gros score. Je vois un 3-0 pour les Français. 3-0 pour les Français? Oui. Avec des buts? Avec des buts, Mbappé inévitablement. Giroud qui fera taire la critique en mettant 2 buts. Oh! Alors toi tu défends Giroud du coup. On en apprend, tu vois, on parle toujours de la Nancy-Lorraine, je défends toujours l'opprimé, toujours, par principe. Oh,
Sauf Benzema, Ouais. qui mérite d'être opprimé. Oh, bah on pourra plus le recevoir déjà. On peut rayer quelqu'un sur notre liste. Ah mince, tu crois qu'il viendra pas plus? Karim. Ah mince. On sait jamais. Pourquoi pas en fin de carrière un jour. C'est vrai. De toute façon, l'apogée, on a dit. Hein. Le top du top, c'est Zizou. Après, on arrête. Ah. Bah, il faut bien passer par Benzema avant. Ton pronostic, Hakim? Moi, je vois la France faire un match nul. Ah ouais? 2 buts partout, beaucoup de changements, match amical, 6 changements, tac-tac, on n'y comprend plus rien, un peu le bordel. Avec des buts de Rames Rodriguez, Radamel Falcao. Et je connais pas un joueur qui joue en équipe de France, je pourrais pas dire. Non, je plaisante bien sûr. Ah, j'aimerais bien que Mbappé marque un but. Et bah, j'aimerais bien que Ben Yedder aussi fasse sa première titularisation et qu'il marque un but. Ah, il sera pas titularisé. Non, mais bon, tu sais, il y a beaucoup de changements, il va faire sa première sélection. En tout cas, Ingrid, on te remercie. On remercie beaucoup aussi nos invités d'avoir participé à cette émission consacrée à l'enduro avec Mathieu Deves qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ici en studio, et aussi le vainqueur de l'édition passée de cette compétition qui aura lieu pour la 19e fois au Val de Lorraine Classique. C'était notre invité téléphonique Jérémy Tarou. Ingrid, on se retrouve la semaine prochaine Avec plaisir. en forme et de bonne humeur. Ouais, j'espère. Allez, ciao. Salut.